Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants chaque semaine. Tous les jours, on met en lumière une initiative, qu'elle soit sur le plan local ou national, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Tout va bien? Tout va très bien. Quel beau sourire aujourd'hui. On va se régaler avec une bien belle initiative. Voici le sommaire de cette émission. Focus dans ce mag sur les enfants de BAM, association qui s'occupe des jeunes de cette province du Burkina Faso. Comment cette action humanitaire a-t-elle vu le jour? Quelles sont ses missions? Éclairage avec notre invité dans un instant des urgences dans le centre du pays sur le plan éducatif, mais aussi sur le plan médical. Quels sont les projets réalisés, en cours, à venir? Comment soutenir les enfants de BAM et pourquoi pas devenir, après tout, acteur du changement? La réponse dans un instant. Et puis la loupe, c'est bien évidemment avec Alix Nguyen. Alix, tu nous parles d'Edith Ouedraogo. Oui, une jeune femme engagée contre le mariage forcé au Burkina Faso. L'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Pia de Moléon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pia, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable communication de l'association Les Enfants de BAM. Elle se trouve où, cette province de BAM? C'est dans le nord-est du Burkina Faso. C'est la région sahélienne. Et c'est autour du lac de BAM. Donc la principale ville, le chef-lieu, c'est Kongoussi. Et nous, on œuvre dans plusieurs villages autour de Kongoussi. C'est une province, hein, je me trompe pas, oui, c'est une région, la province de BAM. La province de BAM. C'est une province qui est plutôt retirée des grandes villes. Oui. Ouais. C'est une des provinces pauvres du pays. Une des plus pauvres. Il y a aussi un climat qui est un climat sahélien, donc très très sec. Il y a très très peu d'eau. Il y a déjà peu d'eau au Burkina, c'est un pays assez désertique, quoi. Ouais, et qui est enclavé, qui n'a pas d'accès à la mer. Et là, en plus, c'est la région frontalière avec le Sahel, et donc très désertique et très sèche. Qu'est-ce qui a amené justement votre association à BAM? Mais en fait, c'est une association familiale. C'est mes grands-parents, dans les années 50. Mon grand-père était médecin militaire et il s'est retrouvé médecin de brousse là-bas. À l'époque, c'était en Haute-Volta. Ils y ont vécu plusieurs années. Et ma grand-mère était oui, en fait Haute-Volta, l'ancien Burkina Faso. Oui, la ouais. Haute-Volta, c'est ça. L'ancien Burkina. Et ma grand-mère était institutrice. Elle avait des classes de centaines d'élèves. Et elle s'occupait des enfants là-bas. Mon grand-père faisait la partie médicale. Et en fait, ils ont passé 3 années qu'ils ont beaucoup aimé. Ils ont noué des liens très forts là-bas. Et quand ils sont repartis, il y a eu une aide informelle qui a persisté au fil des années avec le village de Kongoussi, une aide médicale, des fournitures scolaires, du matériel. Et quand mon grand-père est décédé il y a 20 ans, c'est devenu une association, on a déposé les statuts et maintenant c'est l'association. C'était une évidence pour la famille de continuer effectivement Ça tenait énormément à cœur à mes grands-parents. Mes grands-parents y retournaient régulièrement. Là-bas, ma grand-mère, ils l'appelaient mamie, c'était vraiment leur grand-mère. On a accueilli beaucoup des Burkinabés de passage en France. Il y avait vraiment des liens très forts. Et donc, en fait, oui, c'était une évidence d'en faire une vraie association avec des statuts, une vraie organisation et plus de moyens. Les piliers de l'association, on va le découvrir ensemble, c'est bien évidemment l'éducation, mais aussi la santé. Il n'y a pas l'un qui va sans l'autre. Pia, là-bas, expliquez-nous la situation là-bas. Oui, alors effectivement, il y a un taux de natalité très élevé au Burkina, donc énormément d'enfants dans des régions très pauvres. Et en fait, la problématique qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de... les enfants sont très peu scolarisés, aussi parce que des familles ont besoin d'eux pour travailler dans les champs, à la maison. Et en fait, la façon qu'on a de les amener... On voit à court terme, c'est-à-dire qu'il faut absolument de l'argent, donc on va mettre ces enfants le plus vite possible au travail. De toute façon, il y a assez peu et pas miser sur le long terme, c'est-à-dire, je vais essayer de les mettre à l'école, quoi. Et donc, une façon de les amener à être scolarisés, c'est de fournir les repas. D'être sûr qu'ils auront un repas par jour, parce que pour certains, le repas fourni à l'école est le seul repas de la journée. Donc, nous, la base de la base, c'est de fournir un repas par jour aux 1000 élèves des centres de scolarité. Et par ailleurs, il y a énormément de travail médical qui est fait pour ces élèves, du préventif, dépister les anémies, travailler aussi sur les problèmes ophtalmologiques, pour améliorer les conditions de vie de ces enfants. Et des problématiques auxquelles s'ajoute le fait que depuis quelques années, la province de BAM est devenue une zone dangereuse. J'imagine que ça vous ralentit?
La province de Bam d'abord, la région frontalière avec le Sahel d'abord et tout le Burkina ont basculé c'est très très instable aujourd'hui. Il y a énormément d'attentats terroristes, djihadistes. Et donc effectivement aujourd'hui on a un problème de déplacement de population dans ces régions-là. Donc là, la question, c'est de moins en moins, malheureusement, de développer des projets, mais c'est d'assurer un minimum alimentaire, de soins à ces populations. Dans quelle mesure l'enseignement, justement, est un rempart contre l'endoctrinement auquel vous faites allusion ? Je pense que ça donne des perspectives et des débouchés à ces enfants. En fait, les perspectives sont très restreintes parce qu'il y a beaucoup d'analphabétisme, des enfants qui ne parlent pas, qui ont donc assez peu de perspectives de vie. Et là, ça leur permet, pour certains, de commencer à passer aux études supérieures, d'avoir des formations professionnelles, de s'extraire un petit peu d'un environnement très, très, très fermé et de pouvoir quitter les villages pour avoir d'autres perspectives. Vous avez dit les enfants ne parlent pas la langue. On parle quelle langue là-bas, d'ailleurs ? On parle... le dialecte, c'est le moré. Dans cette région-là. Enfin, il y a beaucoup de dialectes au Burkina, mais là-bas, c'est le moré. C'est une des difficultés, justement, pour l'éducation des enfants, cette multitude de dialectes ? Oui, en fait, on observe qu'il y a un assez bon taux de scolarisation dans le primaire, mais pour autant, il y a très peu de personnes qui écrivent et qui parlent le français à l'issue du primaire. Pia, comment on s'assure que les enfants vont à l'école dans cette province ? Comment on sensibilise les familles justement sur les bienfaits de l'école ? Est-ce que c'est peine perdue au vu de l'urgence dont on a parlé, l'urgence financière ? Quand on a ouvert le centre A, effectivement, on avait du mal à faire venir les élèves. Et à partir de 2000, quand on a instauré... Pardon de vous couper, Pia, on voit des images. Vous pouvez nous décrire, c'est où concrètement ? C'est quel centre, les images que l'on voit là ? Vous avez des images juste là, si vous voulez. Ça, je pense que c'est le centre A, c'est le centre principal. D'accord. Il y a 600 élèves au centre A. Wow. Donc ça, c'est une salle de classe. Ils sont quasiment 100 par classe. D'accord. C'est l'équivalent du primaire, donc de 6-7 ans à 12-13 ans. 100 par classe, et les rythmes scolaires, on parle d'une journée d'école quand on les a tous ensemble ? Ou c'est sur des demi-journées ? Non, c'est des journées courtes. Après, il y a pas mal d'absentéisme, ça varie. Tous les élèves ne sont pas là tous les jours. Et là, actuellement, avec les problèmes de déplacement de population dans la région, ils se retrouvent à 150 par classe. Le plus dur, c'est au final de les garder en classe, d'être sûr qu'ils vont rester en classe. Ici, en France, on a l'impression que le plus dur, effectivement, c'est que... on s'attelle bien évidemment aux situations de décrochage, mais là, c'est... c'est de les faire venir. C'est de les faire venir. Oui, c'est qu'ils viennent. Et pour ça, c'est vraiment le repas fourni. Ça a fait exploser le taux de scolarisation quand en 2000, on a instauré le repas par jour. Et c'est vraiment la base de notre action, c'est d'assurer ce repas toute l'année. Certains élèves font combien de kilomètres pour venir à l'école ? C'est plusieurs heures de marche. Alors, le centre A, c'est proche de Kongoussi, mais on a un deuxième centre, effectivement, qui est dans une zone beaucoup plus reculée. Et c'est le centre du Sango. Et là, on l'a ouvert exprès, il y a un peu moins de 400 élèves, pour que cette région beaucoup plus reculée puisse rassembler les élèves. Alix. Et votre association, elle consacre autant au soutien aux écoles qu'au développement de structures médicales ? Alors, la base annuellement, on consacre à peu près 40 000 € simplement à la scolarisation. Après, tout ce qui est variable autour, c'est pour essayer de développer des projets. De développer le dispensaire de la Miséricorde, qui est le dispensaire médical. On a plusieurs projets. Alors là, avec l'instabilité de la région. Dispensaire, pardon, de vous couper, tenu par des nonnes, oui, par des religieuses ? Exactement, le dispensaire de la Miséricorde. Et c'est un dispensaire qui a les éléments de base médicaux, un laboratoire d'analyse médicale, un petit centre de naissance. Pour lequel, d'ailleurs, vous avez lancé un projet en termes d'imagerie médicale, il me semble. Celui-là, on aimerait vraiment le développer. Ça fait partie des objectifs. On a levé des fonds, mais maintenant, le problème, c'est le suivi avec la région, parce qu'en ce moment, c'est trop instable. On n'arrive pas à développer les projets. Mais l'objectif, c'est de développer un vrai centre de naissance avec de la prévention, contraception, excision, et ensuite un suivi mère-enfant après la naissance. Alix, alors bien évidemment, tu es journaliste, mais je sais que tu as fait aussi beaucoup de terrain et aussi quelques actions humanitaires. Tu connais le Burkina ? Non, le terrain, moi c'était depuis la France où je participais à des récoltes de vêtements. Et qu'est-ce qui à destination notamment du Burkina justement, et quelle est
On sait que l'équation est pour le moins délicate. Qu'est-ce qui t'a surprise, toi, justement, quand tu as fait ces actions ? Le côté, l'aspect, je m'en doutais, mais l'aspect très vétuste des infrastructures, l'impossibilité même parfois d'avoir ne serait-ce qu'une cour de récréation devant les écoles, parce qu'une route passait à côté et que c'était dangereux. Donc des problématiques vraiment... Je te coupe, j'ai vu que d'ailleurs, l'un des projets, à un moment, ça a été de construire un mur. Oui. C'est ce que tu disais, parce qu'effectivement, l'école était... Au bord d'une route. Au bord d'une route. Dangereux, en plein air, qu'il y avait un petit peu tout le monde qui passait, des animaux, des gens, et en gros c'est un peu difficile de faire court, avec 100 ou 150 enfants, et en plus, c'est ça. On peut contribuer à son niveau, c'est pas forcément mettre beaucoup d'argent, mais justement pour réaliser construire un mur, ça peut être justement un projet intéressant. Ouais, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on pense fourniture scolaire, on pense... et en fait, avant toute chose, il y a les infrastructures, la sécurité. Les infrastructures, la sécurité, les professeurs, comment vous arrivez à les attirer ? En France, tu as l'impression que c'est une denrée de plus en plus rare. J'imagine que là-bas aussi, pour d'autres raisons. Oui, aussi. Les professeurs au Burkina sont extrêmement mal rémunérés. Il y a souvent des grèves de l'enseignement. Ouais. Nous, on arrive à fidéliser quand même des professeurs. D'accord. Mais il y a aussi des échanges. Alors, parce qu'en fait, on a un partenariat avec l'école alsacienne à Paris. D'accord. Qui nous permet d'avoir un revenu fixe assez important. Et dans le cadre de ce partenariat, il y a des échanges avec les professeurs de l'école alsacienne, enfin les instituteurs et les instituteurs de l'école burkinabèse, où c'est vraiment un échange de bonnes pratiques, des échanges... C'est-à-dire qu'ils viennent vous voir dans la province de BAM ou c'est épistolaire, les enfants s'écrivent, les enfants ont des correspondants et s'écrivent. Après, il y a un représentant de l'association qui vient régulièrement à Paris, faire des comptes rendus, présenter un peu l'action. Mais il y a aussi un échange épistolaire entre les professeurs, vraiment sur les problématiques, les façons d'enseigner. Quel est le projet dont vous êtes le plus fier ? Il y en a eu des centaines, bien évidemment. Mais quel est le projet dont vous êtes le plus fier ? On a parlé de ce mur, qui comme ça, effectivement, peut paraître anodin et qui est ô combien important. Il y a d'autres projets dont vous êtes... Moi, personnellement, ce qui me tient à cœur, c'est tout ce qu'on fait pour les femmes aussi, parce que la situation des femmes est assez dramatique dans cette région. Sur l'excision. Voilà. En fait, on a aussi lié au dispensaire de la Miséricorde, on a un centre d'accueil des jeunes filles qui fuient les mariages forcés et des femmes très âgées qui se retrouvent un peu en poids pour leur famille et qui sont exclues des villages. Et donc, on accueille à la fois ces jeunes filles mineures qui ont fui le mariage forcé, on leur offre un centre de formation en couture et en tissage pour leur offrir des débouchés. Et on recueille aussi les femmes âgées. Le mariage forcé. Malheureusement, on va continuer à en parler avec cette très belle loupe signée Alix. Alix, tu nous parles d'une jeune femme ô combien forte. Elle s'appelle Edith Ouedraogo et cette jeune femme est engagée contre le mariage des enfants au Burkina. Et oui, selon un rapport de la branche burkinabé de l'ONG Save the Children récemment publié, les mariages d'enfants sont encore une triste réalité. Il semblerait même que la prévalence des mariages forcés stagne et ce depuis une dizaine d'années. Edith a elle-même été touchée par cette pratique, contrainte à un mariage à l'âge de 12 ans avec un homme de 54 ans. Après avoir réussi à s'échapper, elle passe plusieurs jours seule avant d'être prise en charge dans un centre à Kaya, dans le centre-nord du Burkina. Grâce à ce centre et au soutien des bénévoles, elle a pu reprendre ses études. Elle habite maintenant à Ouagadougou, où elle suit une formation dans une école de santé. Son ambition est de devenir infirmière pour apporter son aide aux communautés. La réussite de ses études est cruciale pour Edith. C'est ce qui lui permet de mettre en avant ce dont les jeunes filles sont capables une fois libérées des mariages forcés. Edith est proactive puisqu'elle a, en plus de sa formation, elle étudie en 3e année de mathématiques, physique, chimie et informatique. Son engagement ne se cantonne plus uniquement aux filles. Elle a depuis observé que cette pratique force également les garçons à abandonner leurs rêves. Dans sa région, de nombreux jeunes sont contraints d'abandonner l'école pour travailler dans les mines d'or afin de subvenir aux besoins de leur famille. Et son combat, elle l'a exprimé à travers une chanson de sensibilisation intitulée « Mariage d'enfants », une chanson composée en collaboration avec son amie Clana, qui elle aussi a subi la même pratique.
La petite chorégraphie qui va bien, on essaie de garder le sourire. Pia, que vous inspire justement le combat d'Edith Ouedraogo? Oui, ça me rappelle vraiment le travail qui est fait au sein de l'association avec des jeunes filles qui, mariées à 14 ans, n'ont plus aucune perspective de vie. Et le fait de revenir dans un centre de formation, d'être protégé aussi parce que les maris viennent tenter de les récupérer, ça réduit la perspective. C'est-à-dire qu'ils... ils reviennent dans le centre. C'est les sœurs qui doivent parfois s'interposer. Oui, pour garder les jeunes filles dans le centre. Puis, 63% des femmes sont victimes de mutilations au Burkina en moyenne. Elles avaient 6 ans. Sensibilisées quand c'est ancré dans la culture. Est-ce que au Burkina, c'est une mission très compliqué? Alors, c'est à la fois un projet que le gouvernement tient quand même bien. Il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années dans les baisses des pratiques d'excision, mais c'est effectivement avec toute la sensibilisation sur les questions gynécologiques et obstétriques, c'est un très très vaste sujet. Et ma tante, qui est une des fondatrices de l'association et qui est gynéco-obstétricienne, travaille beaucoup là-dessus. Mais très au fait, effectivement, là-dessus. Un Burkinabé sur 5 pense que cette pratique devrait continuer. Changer les mentalités, on se dit que ça va prendre du temps. Oui. Alors je crois que ce qui est fait, c'est qu'ils désignent des espèces de responsables locaux qui viennent parler, faire de la pédagogie dans les villages et qui sont des gens de confiance auxquels les personnes peuvent... Et sur ces thématiques aussi, vous menez des actions? Oui. Alors il y a la partie médicale et puis il y a ce projet de centre qui serait vraiment un centre de sensibilisation et d'éducation. D'accord. Qui est encore... Autour de la naissance et de la contraception aussi. Contraception, excision, ça c'est la partie un peu préventive. Et ensuite, naissance et une forme de PMI, un accompagnement mère-enfant dans les premiers mois. Comment est vue l'école de manière générale au Burkina? Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre la province de Bam et peut-être d'autres villes plus urbaines, on va dire? Alors, il y a un effort qui est fait, vraiment. La scolarisation s'est beaucoup améliorée ces dernières années. Énormément au primaire. Donc là, on a quasiment 90% de scolarisation au primaire au Burkina Faso. Aussi parce que c'est un lieu où les enfants sont nourris, sont un peu surveillés en termes médicaux. Le problème, c'est qu'entre cette scolarisation et le fait qu'effectivement, à la fin, ça débouche sur un certificat d'études, entre l'absentéisme des profs, des élèves, ça ne donne pas toujours des résultats. Mais ce primaire, c'est quand même en forte progression. Et après, c'est dans le secondaire que ça décroche complètement, quoi. Comment se passent les opérations de soutien scolaire? Je crois que vous donnez dispensez des cours. Oui. Alors, en fait, on a l'ensemble des enfants de la région qui vont à l'école dans nos centres. Et ensuite, il y a en quelque sorte des boursiers, c'est-à-dire ceux qui n'ont même pas les moyens, qui viennent de familles vraiment défavorisées, qui n'ont pas le matériel, qui n'ont même pas un cahier. Et c'est ceux-là qui sont parrainés et qui sont un peu plus encadrés, qui sont parrainés individuellement par des parents, notamment de l'école essienne, par des familles, ce qui leur permet d'être scolarisés. Et il y a vraiment des échanges épistolaires sur leurs résultats scolaires, leurs notes. Et aujourd'hui, sur le terrain, quels sont les principaux besoins en termes de ressources, de bénévoles ou de partenariats peut-être? Alors, le problème, c'est qu'on n'a plus d'interlocuteur institutionnel, là. L'instabilité politique fait qu'on travaille beaucoup, normalement, avec les grandes associations humanitaires du pays, l'Organisation mondiale de la santé, sur l'élaboration des menus. On travaille beaucoup avec les représentants institutionnels. Là, on est un peu livrés à nous-mêmes. D'être là, ouais. Donc, nous, là, c'est l'instabilité politique, nous, qui nous bloque. Après, on travaille tous les ans pour lever des fonds. C'est jamais garanti. Donc, c'est un énorme travail, mais ça... La dernière grosse action en date, c'était laquelle? Alors là, c'était notre participation à LOL, l'émission. D'accord. Où on était représenté par Leila Bekti. D'accord. Qui a malheureusement arrivé en seconde position. Je n'ai pas vu la dernière saison, malheureusement. Ah oui, avant-dernière. Gagné, les fonds revenaient à l'association. De toute façon, alors, chaque participant touchait 4 000 €, donc on a récolté 4 000 € grâce à Leila Bekti, mais elle est passée pas loin du... Elle a été pas mal. Elle a été pas mal. On peut faire des dons, vous l'avez précisé, mesdames, effectivement, des dons qui peuvent se transformer en collecte sur votre site. On peut initier une collecte? Comment ça se passe? Sur le site, il y a le don en ligne qui permet de faire des dons directement. On peut aussi lancer des collectes. Il y a plusieurs écoles qui l'ont fait. Mais le plus simple, individuellement, c'est d'aller sur le don en ligne et sur le site Les Enfants de Bam. On peut initier des collectes et après on peut, dans un deuxième temps, pourquoi pas se rendre sur le
terrain Alors, avec sur sa le terrain, classe? malheureusement, en ce moment, C'est très compliqué, ouais. possible. Ouais. On a arrêté il y a 7 ans. C'est le dernier voyage Il y a 6-7 ans, ouais, et c'était déjà pas la même ambiance. Mais là, c'est plus possible. Enfin, en tout cas, pour des Occidentaux, c'est compliqué. Mais par contre, on a vraiment des représentants qui viennent régulièrement. Ouais, à cause du terrorisme. Et du coup, on envoie quand même des collectes. Là, on a un gros projet de récolte de matériel ophtalmologique pour essayer de faire un dépistage dans les écoles, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, c'est quand même des classes énormes de 150 élèves, il y a beaucoup d'enfants en fait, qui sont myopes, comme partout, et qui ne sont absolument pas dépistés. Donc, on a trouvé des ophtalmos sur place pour faire du dépistage, et maintenant, il y a une énorme collecte en cours pour envoyer du matériel ophtalmologique. Comment se met en place sur le terrain, malgré la distance, la chaîne de solidarité? On imagine que la solidarité là-bas est énorme pour compenser le manque de tout. Oui, mais en fait, le fait que ce soit une association familiale, je pense, joue beaucoup. Ils sont vraiment très, très attachés à mes grands-parents, qui y sont retournés très souvent. Quand mes grands-parents sont décédés, on a eu énormément de témoignages, d'hommages. Ils étaient très, très touchés. Ils nous ont écrit. Et on essayait vraiment de maintenir le lien, malgré le fait qu'on ne puisse plus aller sur le terrain, que les conditions de sécurité soient plus réunies pour aller sur le terrain. On écrit très régulièrement. Ils nous font on leur a alloué, depuis qu'on ne peut plus y aller, un budget vidéo pour réaliser tous les ans des vidéos pour résumer l'action de ce qui a été fait pendant l'année et qu'on reçoit tous les ans. Il y a les échanges épistolaires entre les élèves, ça fonctionne très très bien, ça crée vraiment un lien durable ensuite pour le restant de la vie avec les enfants là-bas. Alors on n'a pas eu encore Alix Nguyen en marraine, mais vous avez Audrey Marais? Audrey Marnet qui a accepté d'être notre marraine, ça nous aide énormément en termes de visibilité, ça nous fait participer à beaucoup d'événements, de collectes avec le BCG qui a eu une boîte de brokers qui fait des Charity Days tous les ans en hommage au 11 septembre où vous avez perdu un le Boston Consulting Group, c'est ou c'est un autre? C'est le BGC. Ah, c'est le BGC, d'accord. Mais ils font la même chose, donc c'est un petit peu perturbant. D'accord. Ils avaient perdu énormément de collaborateurs au 11 septembre à New York, et donc ils organisent tous les ans au Charity Day, où l'intégralité des bénéfices est reversée. Et là, on mobilise tout le monde, Leila Bekti, Audrey Marnet, qui viennent faire les brokers pendant une journée, qui appellent en direct les clients, et donc ça fait des super levées de fonds. Oui, il y avait quand même une belle délégation de... Oui, on s'est bien débrouillé de petites stars. On a réussi à ramener pas mal de monde, et du coup, ça fait... Là, depuis 3 ans, on fait ça, et ça fait un complément de revenus par rapport au partenariat avec l'école alsacienne, qui nous permet de développer davantage de projets. J'imagine que ça doit être combien frustrant de ne pas pouvoir aller sur le terrain. Ouais. Autant que vous le faisiez par le passé. Comment on tient le coup au final? J'imagine que c'est en pensant bien sûr à toutes ces jeunesses, à tous ces enfants qui ont besoin de vous. Bah oui, enfin le fait d'avoir un retour, d'avoir un lien. En fait, il faut savoir que les enfants qui sont scolarisés, c'est les petits-enfants des personnes qui étaient les élèves de ma grand-mère. Enfin, donc le suivi, notre représentant, c'était un élève de ma grand-mère. Donc il y a une vraie volonté des deux côtés de maintenir le lien. C'est pas abstrait, c'est vraiment concret. Les enfants de l'école alsacienne qui correspondent, il y en a maintenant qui sont dans leurs études supérieures et qui développent eux-mêmes des projets au Burkina Faso. Donc ça crée vraiment un lien durable. Pia, j'imagine qu'on l'a rappelé effectivement, le quotidien est ô combien délicat, ô combien difficile dans cette province de BAM, mais j'imagine, et vous faisiez allusion à votre grand-mère, que les élèves qu'elle a eus, il y a dû avoir de belles histoires aussi, non? Oui, bah, y a de belles réussites. Oui, il y a le. Alors, c'est compliqué, mais il y a le maire du village qui était son ancien élève. On compte un élève en études de médecine. C'est une belle réussite, justement. Oui. Ouais. On a un élève en études de médecine là-bas. On a pas mal d'élèves quand même qui sont en formation professionnelle, mécanique. Il n'y a pas énormément de débouchés dans la région, mais il y en a quand même. On finance aussi les enfants qui veulent continuer au-delà, à aller au collège, qui arrivent à poursuivre leurs études. On achète des vélos parce que c'est. Et dans ce cas-là, ils doivent se rendre où? J'imagine que du coup. Alors le collège c'est Kongoussi, mais c'est déjà loin. Ça va. Mais c'est combien de kilomètres déjà? C'est une cinquantaine de kilomètres. Ils sont obligés d'être en Ça dépend d'où ils viennent, dans la région. Mais nous, on leur achète des vélos pour qu'ils puissent y aller, parce qu'à pied, c'est pas possible. Et après, les études supérieures,
ça reste très rare, enfin, sauf quelques familles aisées. Ça reste assez rare, mais c'est Ouagadougou, la capitale, ou pour certains, à l'étranger. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de disparités, et j'ai cru comprendre que oui, entre une scolarité pour une jeune fille et pour un garçon? Oui, oui, énormément. Même le taux d'alphabétisation, je crois que c'est aux alentours de 30% dans la population adulte, mais c'est moins de 20% pour les femmes. Alors au primaire, ça va encore, mais ensuite, ça décroche complètement. Il reste encore bien évidemment beaucoup de travail. On espère bien évidemment que la situation va s'améliorer effectivement au Sahel, puisque effectivement cette occupation vous pose encore un petit peu plus de difficultés, on l'aura compris aisément. Si on veut vous aider, on rappelle sur le don site en internet. ligne, sur l'association, il y a une page consacrée qui permet de faire des dons directement. Merci beaucoup Pia d'être venu nous voir. Et l'année prochaine, Alix Nguyen. La marraine. Je vais militer pour vous, Alix, ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour suivre cette émission, ce nouveau mag. Je vous donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle émission.